bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres chez ICI Télévision, Madame Irina Moga, poétesse et écrivaine canadienne, membre de l'Union des écrivains du Canada. Irina a publié Pictopoem of Berlin, écrit avec Tatiana Arseni, a publié aussi, entre autres, Sea Glaciers, sélectionné pour un lancement officiel dans le cadre du Toronto LITAP. Ces poèmes ont été publiés dans beaucoup de revues littéraires au Canada et aux États-Unis. Variations sans palais est son dernier recueil de poèmes en français, publié aux éditions L'Harmattan en France en 2020. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Irina. Bonjour et merci d'être présent sur Arts et Lettres. Ça fait plaisir de vous accueillir, Madame Irina Moga. Vous êtes poétesse, on va récapituler dans un premier temps, si vous le voulez bien, sur vos anciens livres. Vous avez écrit des recueils. Je vais vous laisser vous exprimer sur ça. Avant de parler de variations sans palais, votre tout récent. Alors, commençons par vos premiers textes, vos premières publications. J'imagine que c'était bien Pictopoem of Berlin. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, j'ai commencé à écrire en Roumanie, où j'ai publié 2 livres de poésie. Après avoir arrivé au Canada, j'ai commencé à écrire, après un long hiatus, en anglais et en français. Pictopoems of Berlin est un livre réalisé en collaboration avec Tatiana Arseni, une artiste berlinoise. Dans ce livre, on essaie de réinventer ensemble le concept de la pictopoésie. La pictopoésie était en vogue il y a 100 ans, au temps du courant dadaïste. Et alors, pour nous, c'était une manière de remettre sur le tapis cette forme d'expression artistique. Le livre Sea Glaciers, Circe en vers, a été publié en 2019 et il a été sélectionné par le jury de Toronto LITAP, Toronto International Festival of Authors, pour un lancement l'année passée. Et voilà, on est arrivé à mon dernier livre qui est Variations sans palais. Qui est Variations sans palais, publié en 2020 chez Harmattan. Un texte écrit, n'est-ce pas, en français, hein? Et puis, vous êtes donc bilingue, vous parlez en anglais et en français, c'est très enrichissant, c'est très bien, justement. Mais cette fois, vous avez opté pour l'écriture en français de ce recueil. Pourquoi justement avoir écrit en français? À quel point le choix de la langue est vital dans votre démarche d'écriture? Certainement. Après être arrivé au Canada, j'ai compris très vite qu'il fallait écrire en anglais ou en français. L'anglais est ma première langue étrangère, mais la langue française me donne un envol vers la créativité, une certaine élégance et aisance qui est importante à tout processus d'écriture. L'auteur, j'aurais mentionné quelque chose, l'auteur italien Castiglione disait, au temps de la Renaissance italienne, que en tout ce qu'on fait, il devrait y avoir une dose de nonchalance étudiée, ce qu'il nommait spezzatura. Voilà, c'est ce que la langue française me donne, cette nonchalance étudiée pour traiter des sentiments et des émotions. Très bien. Alors, une autre question justement, en restant sur le registre de la langue. Vous êtes d'origine roumaine et j'imagine que nos premiers écrits, je veux dire vos premiers écrits, est-ce qu'ils ont été en langue roumaine justement avant que vous vous ouvrez à d'autres langues pour pouvoir vous projeter dans une certaine altérité? Est-ce que c'était justement en langue roumaine? C'était, oui, effectivement en langue roumaine. C'est une langue qui est extrêmement riche, puisqu'il a des influences principalement de la langue
latine, mais aussi d'autres variations et influences qui se ressemblent de l'intégralité de l'Europe de l'Est. Excellent. Une spécificité de l'Europe de l'Est. Parfait. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce texte, Variations sans palais. Et je dois mentionner qu'au début, il y a une dimension historique dans ces recueils que j'ai remarqué de manière instantanée. Par exemple, vous commencez par ce titre, Le journal perdu de Paul de Chomedy, seigneur de Maisonneuve. Alors, quel impact justement au niveau de la lecture projetez-vous à travers cette dimension historique? C'est quoi la finalité? C'était important pour moi de comprendre l'histoire du Canada. Lors d'une visite à Montréal, j'étais très impressionnée par la statue de Paul de Chomedy qui se trouve à Place d'Armes et qui est l'œuvre d'un sculpteur québécois, Louis-Philippe Hébert. Et puis, grâce à cette impression, je suis remontée un peu dans l'histoire et faire des recherches sur Paul de Chomedy. J'aurais aimé lire son journal, mais il n'y avait pas de journal. Alors, je me suis mise à inventer ce journal, à le créer de petits poèmes qui s'enchaînaient dans le centre de l'histoire canadienne. Mais il me fallait aussi un encre artistique pour ce cycle de poèmes. Je trouvais cette encre littéraire dans l'œuvre de Molière, qui fut le contemporain de Paul de Chomedy. Molière, dans son œuvre Le Misanthrope, dit il faut parler. Et ces mots ont eu une résonance extrême avec moi. Il faut parler. Il faut parler de nos joies, de nos tristesses, de nos relations, de nos expériences. Alors, je fais intercaler quelques mots du Misanthrope avec ce journal. Voilà. Excellent, pour que ça soit approprié, pardon. Parfait. On va retourner, on va le faire après cette pause publicitaire. Notre invitée aujourd'hui, Irina Moga, qui nous parle de Toronto. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres. Irina Moga, notre invitée d'aujourd'hui, poétesse, écrivaine, son tout dernier Variations sans palais, publié chez l'Harmattan en 2020. Madame Irina, bon, le titre Variations sans palais, c'est quoi? Comment est-ce qu'il faut le comprendre d'abord pour continuer la discussion avec vous? Il faut le comprendre comme une référence au patrimoine esthétique et artistique français, dont sens pour moi, un des symboles emblématiques de l'histoire de l'art français, c'est le palais français. Et ce symbole se rapporte au titre de chaque vie, de chaque jour pour moi dans la vie, puisque ma vie est une vie sans palais, mais il y a par contre des variations chaque jour d'un rêve de ce palais français. Magnifique, c'est une très belle image dans ce palais français que vous dites. Parfait. Alors, il y a aussi, au fil des lectures, il y a des repères, ou soit dit des villes interpellées, telles que Nemours, Bruges, n'est-ce pas, Pas-de-Calais, en France. Et à travers cette interpellation, on sent qu'il y a une certaine universalité. Vous élargissez ces horizons, je veux dire spatio-temporels, si je peux dire comme ça, que vous ancrez au fil des lectures. Est-ce qu'il est possible justement de s'adapter à un nouveau monde lorsqu'on vient d'un autre monde? Vous venez peut-être d'un autre ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours facile de s'adapter à un nouveau monde quand on a des repères qui restent ancrés en nous? Je crois que chacun a son propre monologue intérieur quand il s'agit de ce passage d'un vieux monde
vers un nouveau territoire qu'on doit apprivoiser. Pour moi, le facteur qui m'a aidé le plus à traverser ces nouveaux horizons étaient les repères culturels. Par exemple, dans un court poème, dans Variation Saint-Palais, je parle de Monsieur le Duc de Nemours. C'est ça. Oui, le duc de Nemours était un personnage central dans un des romans de Madame de Lafayette. Et dans le contexte du poème, ce personnage m'aide à mieux comprendre ce que je ressens et ce que j'essaie de transmettre au lecteur à travers une lecture qui était faite dans le passé. Parfait, excellent. Et donc, une lecture qui est faite dans le passé, par un passé qui reste présent, il y a des émotions ressenties à travers les lectures, à travers des expériences cristallisées par des anti-images. Comment faudrait-il comprendre les anti-images? Parlez-vous de métaphores à ce niveau, quand vous dites les anti-images? Je parle ici d'un pacte, d'un contrat qui existe entre nous, comme lecteurs, et la poésie et la littérature, parce que la poésie est un pacte avec l'imagination. Alors, ma conviction est que la poésie est l'art le plus intuitif que ce soit, mais il suffit d'un mot mal placé pour que l'harmonie du poème s'écroule. Et on retombe dans la banalité. La poésie devient très vite désuète. Alors, il ne faut pas s'accrocher à ce que était bon, disons, il y a 2 ou 3 années. La poésie doit se renouveler pour faire élargir notre champ artistique, de perception artistique. Excellent. Mais je crois, si je peux, oui, bien sûr. de la chance. La poésie écrite à présent au Canada, en anglais et en français, a un certain rayonnement. C'est un rayonnement dont on devrait prendre conscience. Mais cet essor, cette effervescence de la poésie canadienne ne peut pas exister et continuer sans l'enthousiasme de lecteur. Alors j'invite tout le monde à lire de la poésie canadienne. C'est un bon choix. Eh bien voilà, une invitation ouverte de votre part. Mais encore en restant justement dans la poésie, on sent qu'il y a un style mandaté par une résistance poétique. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Résistance poétique est une résistance que chaque créateur, je crois, oppose à la facilité, aux idées reçues, aux partis pris qu'on doit mixer à un certain point pour retrouver notre identité artistique. Donc, dans le fond, cette identité artistique, elle est toujours fluide et accessible à travers la poésie? Oui. L'identité esthétique est quelque chose de très mystérieux, je dirais, une énigme, mais une énigme en évolution, car chaque jour nous apporte un autre angle de vue sur ce qui nous sommes et sur cette matière que nous essayons de modeler pour la faire connaître à ceux qui nous lisent. Oui, parce que aussi c'est très important ce regard du lecteur, parce que sans ce regard, c'est comme si on perd une boussole quelque part, n'est-ce pas? Oui, je crois que le lecteur est souverain dans la littérature, dans la poésie aussi. C'est au lecteur finalement de décider non seulement la leçon du livre, mais aussi le futur des autres livres qui vont apparaître. Qui s'en viennent, qui vont apparaître comme vous le dites. Excellent.
On va faire une autre pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. Irina Moga, notre invitée de ce jeudi, donc son tout dernier, Variation sans palais. On est en train d'en parler. C'est un texte fascinant, une poésie profonde. Je vais vous demander, s'il vous voulez bien, madame Irina, de bien vouloir nous faire part d'un extrait, une lecture de votre part, pour mettre justement nos téléspectatrices et téléspectateurs au Canada qui nous regardent, pour les mettre au parfum de ce texte. C'est à vous. Merci beaucoup de cette invitation. J'aimerais lire le poème Roture. C'est un poème que j'écris avec un contrepoint d'ironie où je moque de moi-même. Et voilà, Roture. À la fin de la bataille, tout était perdu. Vaincu, flanqué par terre, couverte de plaies qui saignaient, nez brisé et langue coupée, je respirais avec peine. Princesse ingénie, princesse de pacotille, éclaboussée par la boue des métaphores. J'étais contente. J'avais survécu. Naufragée après d'âpres tempêtes, sur une plage mystérieuse, je me dressais sur un nouveau continent. Une terre neuve, vaste et silencieuse, dans laquelle le mutisme des arbres était mon compagnon. Une contrée peuplée d'Inukshuk, petit bonhomme en calcaire, qui me servait de courtier. Un totem blanc, érigé en voyelle, s'élançait entre neige et pétales. Fatiguée, je choisis un abri pour la nuit. À peu près endormie, je me suis évanouie de nouveau, sans avoir pu saisir le rêve qui me guettait. Un rêve de palais, Versailles. Voilà. Magnifique, un rêve de palais, Versailles. Mais il y a une touche existentielle. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, oui. C'est une sorte de biographie allégorique ici, quand je parle du fait de me retrouver avec langue coupée, c'est-à-dire un renoncement douloureux d'écrire dans mon langue maternelle, mais aussi une évolution encore vers la poésie en français et en anglais. Parfait. Vous abordez à la fin, je veux dire plus ou moins à la fin, oui, ce chapitre, l'alphabet noyé. Puis on a juste de l'alphabet. Chaque mot, il y a quelque part, comme par exemple, je peux dire pour la lettre P, vers la fin, il y avait un cortège blanc de têtes de gargouilles. Nous l'appelions l'harmonie de la neige. Pour la lettre Q, poème grelant et tressaillement d'un cœur de jadis. La lettre R, menthe bleue. La lettre S, dans la fraîcheur de la nuit, nos sensations s'aiguisent, des petits culivers en voyage en pays de la lune. La lettre T, sur pays de la lune, pays de cocagne où on cherche les traces d'un fleuve sans issue. La lettre U, nulle part, je ne le trouve pas dans le coffre perdu de notre amour. Je pourrais peut-être continuer jusqu'à la lettre Z, voyez-vous. Mais il y a des expressions, on dirait qu'ils s'aliènent de la lettre, mais qu'il y a quelque chose d'approprié que seul peut-être un lecteur qui verrait ça d'un œil approfondi pourrait saisir. Mais vous, de votre part, Madame Irina, qu'essayez-vous de transmettre à travers ça? Voyez-vous, le poète français Arthur Rimbaud a créé un poème assez célèbre et très intéressant qui s'appelle Voyelle. Dans ce poème, Arthur Rimbaud attache une couleur à chaque voyelle.
à noir, blanc, etc. J'ai emprunté cette idée de Arthur Rimbaud OK. et j'ai enchaîné ces petites phrases, ces mots éparpillés sur la tête de chaque lettre. Mon intention était de créer une emblème métaphorique d'une lettre que nous voyons, que nous sentons physiquement Oui, dans notre corps et dans notre tête. parfait, Le message, excellent. c'est que il faut bénéficier de chaque moment d'inspiration, n'importe la brevité de ces instants qui sont très précieux. Parfait. Généralement, que voulez-vous que le lecteur retient de ce recueil Variations sans palais? J'aimerais que le lecteur retienne le fait que la poésie peut osciller entre lyrisme, philosophie, mais aussi humeur, badinage, et aussi que la poésie ose nous faire sentir confortables et heureux dans ce que nous sommes, dans notre propre peau. Parfait, dans notre peau, dans notre corps. Donc la poésie est un tout dans le tout. Parfait. Et vos projets d'avenir, on va les prendre. Il reste juste un dernier 2 minutes. Quels sont vos projets d'avenir, Madame Irina? J'écris un livre de poésie en ce moment. Ce Mhm, qu'il me reste à décider, c'est dans quelle langue ce mhm. manuscrit de poésie va se terminer. Excellent. Donc, c'est en phase, en cours de construction. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Voyez-vous, le temps file, les cours vite. On va mentionner votre site web www.irinamoga.com, irinamoga.com, comme vous pouvez le voir en bas de votre écran, mesdames et messieurs. Alors, je vous laisse un dernier mot. Est-ce que vous avez un dernier message? Le message, c'est de aller à la bibliothèque, ouvrir votre ordinateur et choisir le vers de tout poète qui vous fait plaisir. Excellent. D'où le rôle vital de la poésie dans la société. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Madame Irina Moga, poète écrivaine qui nous parle de Toronto. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre fidélité, mesdames et messieurs, de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.